tous, merci d'être venus à l'auditorium par ce beau temps et surtout pour un sujet aussi sérieux, aussi intellectuel. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Monsieur Arnaud Master, qui vit à Nice, qui est un grand habitué de la bibliothèque et qui est déjà intervenu dans cet auditorium. À propos d'André Camus, la dernière intervention c'était Progrès ou catastrophe, et là il est venu nous entretenir d'André Tozzel, donc penseur niçois que peut-être certains d'entre vous ont côtoyé. Alors je ne fais qu'une présentation vraiment pointillée que M. Master complétera en disant qu'évidemment c'est un éminent philosophe, il a enseigné la philosophie, donc je ne sais plus si c'était dans le Nord à Valenciennes, ou je ne sais plus où. Non, excusez-moi. À Nice, à Besançon et à la Sorbonne. Voilà. Et finalement à Nice, voilà. Jusqu'en 2006, où il a pris sa retraite. Je vous remercie. Et c'est aussi quelqu'un, vous avez très bien connu André Tozzel. Donc je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. On m'entend? Le micro est... Tirez le micro. Voilà, comme ça va. Évidemment, je suis honoré de pouvoir prononcer cette conférence ici sur mon ami et collègue André Tozzel. Il y a, vous savez, il y a exactement 1 an et 6 mois qu'est mort ici à Nice, et suite à un infarctus cardiaque foudroyant. C'était le 14 mars 2017, à l'âge de 75 ans, le grand philosophe niçois André Tozzel. Donc c'était, je pense, à 11h45 du matin sur le banc du jardin d'Alsace-Lorraine, pas loin de son domicile, dans l'avenue de Poigny. C'est pour honorer sa mémoire donc, que j'ai décidé de prononcer cette conférence, tout en exprimant le souhait, je m'adresse aussi indirectement au maire de Nice, donc qu'un jour, peut-être, une rue, un boulevard ou une place de Nice portera le nom de ce grand philosophe contemporain, fils de Nice, qui a, avec ses livres et ses enseignements, ses tribunes libres dans les journaux, etc., tellement enrichi la pensée critique de notre époque dans ses multiples facettes et dimensions. Donc il s'agit d'un des philosophes français critiques les plus productifs et les plus engagés, qui est passé du catholicisme de gauche au marxisme et qui a enrichi avec ses nombreux livres, ses enseignements, ses cours, ses interventions publiques, ses tribunes libres, de manière considérable et très originelle, la pensée critique du XXe et XXIe siècle. Or, il est né à Nice en 1941 d'un père français et d'une mère d'origine italienne piémontaise, je pense. Il a été un des plus brillants élèves du lycée Masséna de Nice, où il a eu comme professeur des classes supérieures Henri Passeron, un logicien, défenseur précoce de la philosophie analytique, rationaliste, c'est lui, Passeron, qui va lui recommander de lire les écrits de Léon Brunswick, professant un rationalisme rigoureux et qui développait une conception laïque authentique de l'esprit, très inspirée de Spinoza, comme Tozzel le souligne dans son entretien avec Gianfranco Rebuccini du 30 mai 2016. Donc son parcours intellectuel va alors de Spinoza à Gramsci, en passant par Kant, par Hegel, par Marx, et finalement Henri Passeron, je vous rappelle, Tozzel, tenait avec courage une position politique progressiste, anticléricale et humaniste, qui l'amenait à être détesté et calomnié par l'intelligentsia
conservatrice locale. Et comme défenseur du Conseil national de la résistance et anti-stalinien, il eut incontestablement une fonction d'éveil. Il a eu assez grande influence sur le jeune Tozzel. Et dans un premier temps, Tozzel s'engage d'abord dans le catholicisme de gauche, dans la jeunesse étudiante chrétienne, proche de témoignages chrétiens, avant d'adhérer au Parti communiste, évidemment sous l'influence de Louis Althusser. Il était normalien de la rue d'Ulm. À l'école normale supérieure, il suivait les cours de Bourdieu, de Michel Serres, de Jacques Derrida, qui lui fit découvrir Husserl et Heidegger, et découvrit aussi en même temps Bachelard, Comte Nulem, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss et Jacques Lacan. Et Louis Althusser l'a évidemment influencé avec sa théorie des appareils idéologiques d'État et ses études sur Marx. Et après avoir passé l'agrégation de philosophie, Tozzel va enseigner d'abord à l'université de Nice, puis à l'université de Besançon, puis à la Sorbonne, avant de retourner je pense en 1997 ou 1998, après 3 ans d'enseignement en Sorbonne, à Nice précisément, où il enseignera de nouveau à l'université de Nice-Sophia Antipolis jusqu'à son départ à la retraite en 2006. Et c'est là, en Sorbonne, en 1995, que je l'ai connu personnellement. Donc je m'intéressais à l'époque beaucoup à la philosophie de la praxis, donc à ces recherches portant sur Marx et sur Gramsci. Et en échange, je tentais de l'intéresser, lui, à l'œuvre et à la pensée du philosophe allemand Ernest Bloch, l'auteur de la grande trilogie philosophique Le Principe Espérance, près duquel j'avais étudié moi-même à l'université de Tübingen, en Allemagne, de 1963 jusqu'à 1967. C'est l'année où je suis venu m'installer en France, à Paris. Je suis donc en un sens son disciple et aussi son biographe. Et ces échanges, ils ont eu, entre autres comme conséquence, qu'André Tozzel a accepté de rédiger la préface à ma biographie d'Ernst Bloch, qui a été publiée en 2001 aux éditions Kimé, sous le titre L'utopie concrète d'Ernst Bloch, une biographie. Donc, à partir de là, une amitié s'est progressivement développée entre nous, qui, avec quelques interruptions, a duré pratiquement jusqu'à sa mort subite, inattendue, au mois de mars 2017. Donc, nous avions, bien entendu, non seulement des convergences philosophiques et politiques, mais aussi quelques divergences sur lesquelles je ne vais pas insister beaucoup ici aujourd'hui. Et comme j'ai essayé de montrer dans mon dernier livre, consacré à André Tozzel, donc le fil rouge qui relie toutes les œuvres d'André Tozzel, depuis son Spinoza et le crépuscule de la servitude, publié en 1984, c'est le premier livre, lui, que j'ai lu. Évidemment, c'était en 1984 et il venait sortir ce livre. C'est bouleversant, cette étude sur Spinoza et la crépuscule de la servitude. Alors, vous trouvez tout le génie de Tozzel. C'est aussi ces remarquables études sur Marx, sur Gramsci, sur Gentile, sur la Briola, jusqu'à ces études, ces essais consacrés à la globalisation néolibérale, à la citoyenneté et à la laïcité. Donc, c'est une pensée matérialiste de l'émancipation, fondée sur une conception nouvelle de l'affranchissement de l'homme, de la servitude volontaire, ou, à la différence de l'Antiquité romaine, où le terme émancipation désignait la levée d'une mainmise exercée sur un sujet par une autorité, celle du Père sur le Fils précisément, l'émancipation est plutôt définie comme une conquête active d'un sujet qui revendique une liberté égale dans l'immanence. Donc je viens de prononcer le mot de citoyenneté. Évidemment, le dernier grand livre de Tozzel sont consacrés à ce problème de laïcité, la citoyenneté, la fraternité. Et je voudrais vous présenter donc un petit extrait là où, dans la librairie Masséna, Tozzel a évoqué, parle donc de
très intéressant dans son livre de la laïcité. Sur le tapis, monsieur. Passez là-dessus. Passez là-dessus. Catholicisme de gauche. C'est le je me suis intéressé aux questions de la laïcité, mais forcée par la conjoncture. Aujourd'hui, on voit revendiquer de la laïcité par divers partis, tous les partis, du Front National au Parti Socialiste et aux autres, tous républicains, laïcs, et simplement ça, je vais maintenant, si on peut le dire ce terme qui s'est complètement dévalué. Alors, laïcité, c'est, je le rappelle rapidement, puis on peut discuter là-dessus, c'est un principe d'organisation de la société d'abord. L'organisation de la société qui repose sur la séparation politique et idéologique de l'Église et de l'État, des forces cléricales qui jusqu'alors voulaient l'application de faire la loi, et de l'État qui maintenant fait la loi. Et cette laïcité a été conquise en France par le traité de Rome. Elle ne se confond pas tout à fait avec ce qui se passe à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, peut-être étudié, mais qui n'est pas même, et qui s'appelle la sécularisation. La sécularisation, c'est le processus par lequel entre dans ce siècle des problématiques qui jusqu'alors étaient celles des églises et qui aboutissent aussi à quelques conclusions communes avec la laïcité. Séparation de l'Église et de l'État, mais les différences sont quand même assez importantes parce que, en ce qui concerne la sécularisation, on considère volontiers, ceux qui défendent la sécularisation considèrent volontiers que le lien social est un lien religieux en tant que tel. C'est-à-dire, donc en définitive, il a besoin d'un garant extérieur qui s'appelle Dieu. Ça n'est pas un hasard non plus si, par exemple, aux États-Unis, le président des États-Unis, lorsqu'il est élu, est investi, jure par la Bible. Ce n'est pas un hasard non plus si, sur le dollar, nous avons la formule God First, nous avons confiance en Dieu. Donc, la sécularisation implique un détachement du pouvoir politique du pouvoir de Dieu, mais néanmoins, garde cette idée que le lien politique ne peut pas être fondé s'il n'y a pas une référence religieuse. L'originalité de la laïcité à la française, qui est liée à de très vieux combats que Foucault voyait tout le mouvement des Lumières, commencerait au XVIIe siècle, les amis ont pour référence Locke, nous n'avons pas pour référence Locke, nous avons plutôt Spinoza, qui a été actif en France plus autant qu'en Angleterre, et nous avons ensuite Diderot, Condorcet, ce qui viendra après, et donc en 1905, la séparation de l'Église et de l'État, l'école laïque et républicaine de Jules Ferry, et ce mouvement donc, qui a été assez strict sur la séparation de l'Église et de l'État. Bon, ça c'est la laïcité à la française. Cette laïcité à la française, il y a eu plusieurs manières de la connaître, de la développer, et c'est aujourd'hui ceux qui défendent simplement l'idée qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État, disent altruisme, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des sociétés où les églises reviennent à force et cherchent à repénétrer dans l'État. Je cite un exemple qui est le cas d'Italie. En Italie, vous savez très bien que vous devez savoir que, par exemple, en ce qui concerne l'interdiction, la possibilité pour les femmes de ne pas accepter les grossesses indésirées, il y a eu, sous mandature pontificale, l'obligation faite aux 25 personnels catholiques de ne pas prendre en compte les femmes qui veulent avorter, qui veulent se débarrasser de l'enfant non désiré. Et l'Église est même allée jusqu'à préconiser le droit de résistance passive, de désobéissance passive, qui est formé en conscience.
nous ne sommes pas dans cette situation-là, et cette liberté qui est une organisation des pouvoirs politiques, elle implique que le lien social, il n'est pas un lien théologico-politique. Cette question se reposera après, mais pour l'instant, il y a cette idée qu'il y a une séparation d'être une logique et du politique. Le deuxième principe laïcité qui est fondamental, sur lequel il ne faut jamais transiger, parce qu'il y aura toujours des formes de compromis, c'est cette idée que la liberté de penser, la liberté de conscience sont des choses sur lesquelles notre société est fondée, auxquelles on ne peut pas renoncer. Ensuite, il y a une organisation des pouvoirs qui vise la liberté, c'est une chose importante, mais fondamentalement, c'est la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté d'identité, la liberté d'avoir une religion, d'avoir une religion de son choix, la liberté aussi de ne pas avoir de religion du tout, d'être athée ou incroyant. Donc ça, c'est quand même ça le fond de la religion, de la laïcité à la française. Dans les sociétés anglo-saxonnes, des individus qui n'ont pas de croyance sont considérés avec beaucoup plus de suspicion que dans la société française, où malgré tout, ceci a été acquis par cette lecture de combat. Donc, ceci rappelé, la laïcité est susceptible de moins de trois interprétations internationales. Les partisans français de laïcité disent que c'est dérivé, que je participe du mouvement de délaïcisation française, mais je crois que c'est faux. Il y a une laïcité qui a été anticléricale, anti-religieuse, et qui a existé en France, comme elle a existé ailleurs. Je signale que dans les pays communistes, lorsque les partis au pouvoir, les partis unis ont pu accaparer tous les pouvoirs, qui se sont posés à l'instance qui détiennent le sang de la vie, la puissance de la planification centrale et l'unicité politique, il y a bien eu comme une espèce de transfert du religieux sur le politique et à la politique de la religion. Cette l'Église catholique a succédé une religion de la politique dont les résultats ne sont pas vus. Donc, dans ce sens, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, et certains qui défendent la laïcité pouvant faire une laïcité de ce type, anti-religieuse, irréligieuse, se trompent. Je crois que la liberté de croyance est accordée à tous. Donc, il y a possibilité toujours d'un laïcisme, qui en France, depuis la court, prend souvent la forme du refus de notre religion, du refus de l'intégrisme, comme par l'intégrisme musulman, pour ne pas le citer, qui a posé dans le dossier, et ça n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Il y a ensuite une deuxième possibilité, donc, la laïcité d'être remise en question, c'est la laïcité d'accommodement. À savoir qu'on considère que la religion existe, les gens ont le droit de croire, que le pouvoir politique prend en compte ce qui existe, les gens naissent, ils ont une appartenance, il faut prendre en compte l'appartenance. Et l'appartenance dans un pays comme la France a été longtemps donc la catholicité, être catholique. Être français, c'était être catholique. Alors là, je crois que d'une certaine manière, il faut être très vigilant aussi sur ce principe de l'appartenance. Le principe laïque affirme que nous n'appartenons à rien, à personne. Le principe de liberté, ce n'est pas un principe d'appartenance religieuse, c'est un principe qui nie l'appartenance en tant que telle. C'est un principe qui présuppose qu'il peut y avoir une société d'individus posés égaux. Ça, c'est un vrai problème. À savoir la laïcité d'accommodement qui, en France, a pu faire parler d'une catho-laïcité. Et vous savez bien qu'en France, en Alsace, en Moselle, il y a donc non séparation de l'Église et de l'État, que les prêtres sont dans une religion reconnue, qui a peut-être fait des écoles sur l'étudier de l'État, et que la laïcité à la française n'est pas passée. C'est une situation allemande, anglo-saxonne, qui vient de notre histoire. Bon, alors la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est, je vais discuter, parce que je ne suis pas là pour discuter une conférence à Togo. La question qui nous est posée est la suivante: dans une société qui est irréversiblement multiculturelle, irréversible. Donc, imaginez qu'en mettant à la porte tous les étrangers, nous allons retrouver des identités d'appartenance pure, c'est un pur fantasme, un fantasme meurtrier. Donc il faut absolument que nous puissions intégrer, que la laïcité à la française intègre l'existence de la pluralité d'appartenance de peuples, d'ethnies ou d'individus dont les origines sont extrêmement différentes. Et le problème que vous posez, c'est simplement, non pas celui de la tolérance, tolérer la croyance d'autrui, lui accorder son droit de culte. Et d'ailleurs, en France, ça pose des problèmes, parce que toutes les villes n'ont pas accepté qu'il puisse y avoir des mosquées qui doivent être payées par les croyants eux-mêmes et pas par l'État, et qui doivent être légitimes. On doit couper là pour des raisons de temps. Alors l'essentiel, vous l'avez, je pense, bien compris, donc c'est l'information. Donc vous le trouvez dans ce livre donc, sur la laïcité, la fraternité. Je reviens donc sur le premier grand thème de mon intervention, c'est-à-dire l'émancipation. L'émancipation, je voudrais rappeler que
c'est pour André il a fait cette distinction entre l'Antiquité romaine et la modernité. De la modernité, selon Clausel, il y a l'émancipation est avant tout une action en première personne, et c'est un acte de soi en sujet actif. Elle est par conséquent auto-émancipation, émancipation de soi par soi, position de soi par soi. Elle se fixe en autonomie, elle se fixe en donation de la loi de soi à soi. Donc, n'étant plus octroyée d'en haut par un pouvoir quelconque, elle signifie, au niveau de la politique, auto-émancipation des sujets en citoyens dans un État libre, se pensant comme État d'un peuple libre. Donc, il va donc distinguer deux figures de l'émancipation, c'est-à-dire l'émancipation universelle, allant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin des années 70, et une émancipation s'identifiant essentiellement aux diverses formes et expressions de résistance à ce que Clausel nomme la contre-révolution néolibérale, émancipation à laquelle il incombe de prendre en compte certains des éléments de la critique postmoderne des grands récits qui ont fait de l'émancipation universelle un grand récit, un mythe moderne, mais qui doit absolument intégrer l'irremplaçable critique marxienne de l'économie politique. Et c'est ainsi donc que Clausel s'efforce de reconstruire, d'esquisser, de nous présenter une reconstruction et un parcours historique des diverses formes et cristallisations des mouvements d'émancipation dans l'histoire, dans le monde, depuis le XVIIIe siècle, jusqu'à notre ère de la globalisation néolibérale dans l'histoire, en rassemblant tous les éléments d'une histoire critique de l'émancipation, dont le tout premier moment était évidemment marqué par la limitation structurale, la relativité historique de ce que signifie l'émancipation, y compris dans sa dimension eschatologique. Donc, tandis que le second moment moderne serait bien celui de la convergence entre l'émancipation d'esprit critique et de la raison et l'émancipation juridique et politique. Donc, il voit bien comment, par exemple, la réforme protestante, celle de Calvin et de Luther, a libéré la place d'une liberté subjective, précisément par cette concentration sur la lecture des textes bibliques, sans la médiation de l'appareil clérical, qu'elle a eu comme conséquence que s'est forgée simultanément l'idée de liberté morale, condition de toute autonomie, et inscrite dans la nouvelle liberté politique. Donc, il y a, vous avez souligné le rôle important joué là-dedans par l'humanisme du XVIe siècle, Erasme, Montaigne, Bell, etc., pour l'affranchissement des capacités humaines de penser et d'agir par soi-même. Descartes, bien sûr, est le héros par excellence de cette libération de la raison, avec sa critique des préjugés du sens commun, des illusions nourries par des croyances non justifiées. Même si cette entreprise moderne, qui consiste à imposer l'homme rationnel, moderne, l'homme du cogito ergo sum, comme maître, possesseur absolu de la nature, peut bien être récusée aujourd'hui par la pensée écologique notamment, comme significative de la démesure du projet émancipateur moderne, quand ce dernier est confisqué par la logique de l'accumulation du capital. Donc, très important ce que Clausel dit à ce propos sur les Lumières et le rôle que le philosophe Immanuel Kant a joué, par exemple, dans cette histoire de l'émancipation. Parce que, évidemment, c'est Kant qui donne à l'émancipation sa formulation moderne. Il s'agit, pour l'auteur des droits critiques, et de laisser qu'est-ce que les Lumières, de répondre tout simplement à la thématique émancipatrice de la sortie de l'homme de sa minorité, mais en lui donnant un sens universel et historique général, qui est celui de la rupture moderne. On parle aussi de césure qui fait époque entre deux âges de l'humanité, entre un avant négatif et un après positif. On dit quand elle a le courage de se déshabiller tout mon propre entendement, telle est la doctrine des Lumières.
c'est ce que Tozel souligne en permanence dans son livre Contre-révolutionnaire, publié en 1984 aux presses universitaires de France. Donc, ce qui caractérise globalement la lecture de Kant par André Tozel, c'est l'effort, c'est la volonté d'opposer aux interprétations conservatrices et libérales de la pensée du philosophe de Königsberg l'image d'un penseur révolutionnaire, d'un penseur du progrès, affirmant les principes de liberté et d'égalité juridique et politique, et justifiant leur institutionnalisation dans une république des citoyens libres et égaux, harmonisant les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Donc, il ne cesse de souligner que l'émancipation est ici pensée en permanence dans ces concepts modernes devenus classiques: liberté, égalité, progrès, raison, réforme et révolution. Elle repose sur le principe moral inébranlable qui affirme la dignité de tout homme, autre principe clé, dignité humaine. Agis de telle manière que tu considères chaque homme non pas seulement comme un moyen, mais comme une fin en soi. Donc, bien sûr, de Kant, la prochaine étape, c'est Rousseau, Robespierre, Saint-Just, la Révolution française. Parce que comme le note André Tozel, c'est grâce aux idées révolutionnaires de Rousseau, de Robespierre, de Saint-Just, que l'émancipation devient de facto un programme politique pour en finir avec le despotisme de la monarchie absolue et les privilèges corporatifs de la noblesse et de l'Église. C'est une catégorie de l'universel du genre humain et elle a pour moteur la révolution en ses actes destructeurs et constructeurs. Donc, un des grands mérites de l'essai de Tozel, je pense, est évidemment d'avoir analysé en tant qu'intellectuel critique ou bien en tant qu'intellectuel organique au sens de Gramsci, lié au mouvement ouvrier, à son histoire, le fait historique que ce concept d'émancipation va se généraliser dans les années au XIXe siècle, entre 1815 et 1848, précisément à partir des premières luttes des mouvements ouvriers européens, principalement sous le signe de l'émancipation humaine comme émancipation sociale des travailleurs. Donc, je dois, pour des raisons, je ne peux plus développer ça maintenant pour des raisons de temps, parce que je passe directement au deuxième thème, clé de la pensée de Tozel, celui de la globalisation et de la mondialisation. C'est tout à fait fondamental, parce que cette mondialisation, elle est définie par Tozel dans ses ouvrages, notamment dans son livre Un monde en abîme sur la mondialisation capitaliste, dans le livre du retour de religieux, comme un mouvement d'extension hégémonique, comme la forme géo-économico-militaire que prend l'extension du mode de production capitaliste au bloc terrestre dans sa totalité, qui tend à transformer en faisant ce monde propre. Donc, selon Tozel, il s'agit d'un mouvement hégémonique du système de l'économie monde. Et là, il reprend ce terme de l'économiste germano-américain Emanuel Wallerstein, qui repose sur l'extension des marchés et sur la valorisation de l'entreprise comme institution totale. Il souligne bien donc que ce système a pour forme politique la démocratie parlementaire représentative, qu'il appelle aussi démocratie des régimes, un régime qui, selon Tozel, est loin d'être vraiment démocratique, au sens de l'idéal d'une démocratie des masses, celle prônée par Gramsci, puisqu'il a visiblement aussi des tendances totalitaires. Tozel va même jusqu'à parler de libéralo-totalitarisme. On peut discuter ce terme, imposant notamment via les médias un mode de vie individualiste et une conception néolibérale totalisante du monde. Mais c'est bien, c'est pas le totalitarisme, mais libéralo-totalitarisme. C'est un mouvement tendance libérale assez dynamique, s'efforçant de dominer pratiquement toutes les sphères de la vie économique, politique, sociale et culturelle, pour y imposer ses valeurs et ses lois, un mouvement qui a, bien sûr, comme
connu des interruptions historiques, hein, mais aussi des développements accélérés, notamment après la chute du mur de Berlin, 89, la fin du communisme soviétique en 1991. Donc, et maintenant, il est politiquement lié aux néoconservateurs, aux néolibéraux, qui, depuis le coup d'État militaire du général Pinochet contre le gouvernement socialiste de Salvador Allende au Chili en 1973, ont constamment renforcé leur emprise idéologique au nom de l'anticommunisme, au nom de la défense des valeurs traditionnelles de l'Occident chrétien, avec la famille, la patrie, l'ordre, l'autorité, la discipline, l'ordolibéralisme, etc. Or, cette mondialisation, comme le souligne Tozel, c'est en effet la désémancipation. C'est la désémancipation des masses subalternes. C'est le retour à l'individualisme, c'est le démantèlement de l'État social, c'est la négation du progrès social, de toutes les politiques ayant pour but la réduction des inégalités sociales, notamment dans le domaine fiscal. Donc elle comporte en son sein, même si elle se réclame solennellement de la liberté, des tendances totalitaires. C'est la thèse de Tozel, ce qui conduit Tozel à fonder ce concept de libéral totalitarisme. Donc bien sûr que c'est un concept qui ne fait peut-être pas immédiatement l'unanimité, mais qui exprime quand même quelque chose, je dirais, de profondément vrai sur le système, ce système du capitalisme avancé. Il faudrait donc résister, dit Tozel, à cette désémancipation. Donc, ce qui n'est possible qu'en résistant à la mondialisation, à la globalisation. Mais comment? Donc évidemment, dans la mondialisation, Tozel va faire la distinction entre trois phases. Il y a premièrement celle de la constitution des États modernes, instituant les droits de l'homme et des citoyens. Deuxièmement, il y a celle de 1870 à 1914, qui est caractérisée par l'extension à grande échelle de la grande industrie, des chemins de fer, de l'électricité, etc. Troisièmement, celle qui, après les 30 glorieuses, donc de 1945 à 1775, déclenchera la grande offensive néolibérale globale du capitalisme mondial, qui sera celle donc du démantèlement progressif du welfare state, de la réduction de l'interventionnisme de l'État et des régulations économiques étatiques. C'est la phase de la consolidation, de la domination des grandes entreprises multinationales dans le monde, qui, avides de l'accumulation du profit par les délocalisations, entendent revoir à la baisse le coût de la force du travail et qui se sont ainsi créés des vastes empires économiques à l'échelle intercontinentale. Donc, autrement dit, c'est un mouvement, la répression, c'est un mouvement d'expansion qui a été en effet beaucoup accéléré après la fin de l'Union soviétique en 1991 et qui continue toujours son extension mondiale. Donc, il s'agit donc d'imposer, en l'universalisant un peu partout dans la société et dans le monde, les lois, et nous assistons à cela, n'est-ce pas, quotidiennement chez nous, dans notre société. Le monde, il s'agit d'imposer ces lois du marché et la liberté d'initiative entrepreneuriale. Et le résultat est inévitablement l'aggravation des inégalités sociales, de la précarisation, l'augmentation de la pauvreté, alors qu'en même temps, les revenus des actionnaires et des multinationales, CAC 40 en France, etc., ne cessent d'augmenter. Et que les 50 les plus riches de la planète, tous multimilliardaires, bien sûr, gagnent aujourd'hui autant que la moitié de la population du globe ensemble. Donc c'est la guerre des riches contre les pauvres, menée par une oligarchie financière, avec, hélas, le consentement des gauches pseudo-réformatrices qui ont tout simplement capitulé devant cette vague néolibérale au lieu d'opposer une résistance politique significative. Donc ça, c'est la ferme conviction de Tozel. Bien sûr, tout le monde il peut être contesté là-dessus, mais je pense qu'il a tenu cette ligne jusqu'à la fin. Il est profondément convaincu de la justesse de cette thèse. Parce que la question est seulement de savoir si cette politique d'expansion hégémonique du nouvel esprit du capitalisme,
qu'incarne cette globalisation néolibérale n'est pas en réalité condamné à courir à la catastrophe, prenant le risque d'universalisation de catastrophes, de possibles négatifs en voie de réalisation. Or, et en tout, Tozzel, dans son livre, nous propose 50 thèses sur la globalisation. Impossible, sur le temps ici, de répéter ces 50 thèses, de dresser la liste de ces 50 thèses, mais une des plus importantes de ces thèses est sans doute la thèse 21, où il met en évidence comment le capitalisme mondial excelle par sa capacité, ce qui avait déjà été souligné par Illich et par André Gortz, à inventer sans cesse de nouveaux désirs, des désirs artificiels de consommation, conduisant à la reproduction industrielle absolument inédite jusqu'alors de produits de biens de consommation alimentaire et culturelle, ce qui est une des caractéristiques de notre société. Et ce même capitalisme pousse ainsi de plus en plus à l'endettement. Alors, Tozzel est très fort dans l'analyse de ce phénomène, justement, de l'endettement des citoyens endettés, surendettés, etc. Donc, parce que, voilà, poussé au surendettement à vie par ce système, en élargissant ce marché au monde des millions d'épargnants, en les endettant sans recours, notamment par des crédits à la consommation, que la plupart des endettés des classes défavorisées ne peuvent pas rembourser. Voilà ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, n'est-ce pas, 2008 aux États-Unis. Autrement dit, comme le souligne Tozzel, consumérisme et surendettement sont les ciments économiques et psychosociaux d'un capitalisme qui transforme le sujet comme, il dira anti-sujet, mais il dit un sujet, à savoir dans des sujets sans aucune subjectivité éthico-politique, des sujets de la tête qui se sont ainsi auto-enchaînés à ce système. Donc c'est une des principales thèses d'ailleurs dans son livre sur le retour de religion. Donc il identifie donc ce monde du capitalisme, mais pas le seul, parce qu'on pourrait citer un autre qui est proche, qui s'appelle Slavoj Žižek, n'est-ce pas? Comme Žižek, il identifie ce monde du capitalisme avec une nouvelle barbarie pour caractériser la situation inhumaine, désespérée, réelle de ces millions d'hommes. Et bien sûr, nous pensons ici aux migrants pour lesquels la Méditerranée est devenue un cimetière. Ces millions d'hommes souffrant de la misère et du manque de biens alimentaires, privés de la condition existentielle d'appartenir à un monde commun produit de nos activités. Évidemment, il faut dire aussi, donc jusqu'à la fin, André Tozzel, qui est un homme très engagé, n'a pas été indifférent justement à la situation de ces pauvres migrants, n'est-ce pas, qui arrivent vraiment complètement démunis au bout des forces après une très pénible traversée de la Méditerranée, dans des bateaux de fonctionnement, etc. Donc, il a critiqué ce délit de solidarité que le pouvoir a inventé pour juger ces citoyens qui viennent au secours, qui veulent les aider. N'est-ce pas? En France, c'est un délit qui est puni par la loi, etc. Et il a même couru le risque d'être inculpé pour cela. C'est dans ces dernières démarches politiques, n'est-ce pas, qu'il avait, et responsabilités politiques qu'il avait assumées, donc pour dénoncer ce scandale. Donc, revenons, voilà, il ne reste plus beaucoup de temps, donc encore un mot sur voilà, le retour du religieux. Il est déjà question dans ce passage, dans cette séquence tournée à la librairie Masséna. Je dirais que, évidemment, cet intérêt, je peux d'abord dire que cet intérêt Tozzel pour la question religieuse ne peut pas, j'ai déjà fait allusion à cela, ne peut pas être décontextualisé de la biographie du philosophe niçois. Ça ne peut pas être décontextualisé du fait que, né dans une famille bourgeoise française en 1941, à l'époque du régime de Vichy, Tozzel avait bien reçu par ses parents une éducation catholique traditionnelle qui l'avait marqué encore jusqu'au début de ses études universitaires. Donc, comme j'ai déjà dit, dans les années 60, il avait milité
pendant quelques années dans le mouvement de jeunesse catholique, puis dans l'Organisation catholique des étudiants. Il a pourtant quitté brusquement en 1965, après de graves divergences et conflits avec la hiérarchie de l'Église catholique, qui était très opposée et hostile à l'engagement politique de la gauche d'un certain nombre d'étudiants, soi-disant trop politisés. Et comme d'autres adhérents des JOC, donc le jeune Tozel, étudiant, s'est alors tourné vers les communistes en s'inscrivant au PCF, et qu'il a pourtant quitté en 1981, je pense, suite à des désaccords avec la ligne de la partie politique du PCF et son secrétaire général, Georges Marchais. Ce n'est qu'en 2012 qu'il a réadhéré, plus ou moins, non sans hésitation, en s'investissant notamment dans le travail de l'association culturelle niçoise Les Amis de la Liberté, dont il a été élu président après de vifs débats intérieurs en janvier 2017. Donc, voilà comment Tozel explique qu'il va aborder ce problème du retour des religieux. Évidemment, selon lui, il y a trois phénomènes qui témoignent de ce retour des religieux dans notre modernité, dans nos sociétés de consommation, marquées par l'individualisme, le culte de la propriété privée, par la laïcité et l'accroissement constant des inégalités sociales, mais aussi par l'accroissement constant des violences. Donc, le danger de nouvelle barbarie. Premièrement, c'est le retour de nombreux intellectuels, alors incroyants, athées et laïcs, vers le religieux, par le simple souci de donner un sens à l'existence dans un monde trop insécurisé. Deuxièmement, c'est le recul de l'esprit critique des Lumières, s'accompagnant de la transformation du cogito en credo, c'est-à-dire je crois, donc je suis. Et troisièmement, donc c'est l'essor simultané, donc surtout depuis 2001, l'année de l'attentat contre le World Trade Center à New York, de l'évangélisme conquérant et du fondamentalisme islamique prêchant la guerre sainte, le djihad, contre le nouveau Satan de l'Occident. Alors, et c'est bien la fin de la mort de Dieu, proclamée solennellement par Nietzsche, tant ainsi par Zarathustra. Et c'est la fin de ce désenchantement du monde, au nom de la rationalisation totale de l'économie, de la pensée, du travail et du mode de vie de notre civilisation moderne, à l'ère de la troisième révolution industrielle, à savoir celle du capitalisme avancé, marquant éventuellement le début d'un réenchantement mythico-religieux du monde, comme résultat, entre autres, de l'effondrement du matérialisme historique et dialectique athée après la chute du communisme et celle de l'Empire soviétique. A-t-on alors définitivement enterré la thèse de Sigmund Freud de la religion comme névrose obsessionnelle de l'humanité? Ou est-ce bien un effet inévitable de la mondialisation actuelle, revalorisant surtout les religions monothéistes, considérées comme des remparts à l'athéisme et au communisme, et des garants comme des garants spirituels d'un ordre théologico-politique libéral fondé sur les droits de l'homme et la démocratie représentative. Ce sont des grandes questions. Et en tenant compte de tous ces éléments, de toutes ces hypothèses, de tous ces questionnements, Tozel finit en effet par conclure qu'aujourd'hui, l'état d'un monde violemment mondialisé, sous la contrainte de l'impératif systémique capitaliste, déclenche en effet un mécanisme de protestation et de compensation destiné à faire rêver à un réenchantement du monde qui serait un remède à nos malheurs. Incontestablement, donc, nous sommes bien témoins aujourd'hui d'un changement de climat, non seulement de climat, changement climatique, mais le changement aussi s'accompagne du changement d'un climat mental, c'est-à-dire d'un tournant pour lequel le sens du sacré, l'appel à une transcendance, la nostalgie d'un monde surnaturel, l'intervention du divin sont autant de formes d'expression de ce mécanisme de protestation-compensation, réorientant aujourd'hui plus que jamais des millions d'hommes et de femmes vers la religion, vers le religieux, sous ses multiples formes. Donc, mais évidemment,
qu'est-ce que c'est une religion pour Tozel? Nous connaissons donc certaines définitions, Durkheim, jusqu'à Régis Debray, etc. Pour Tozel, je pense, sans ignorer ces importants travaux sur la religion de ses prédécesseurs, il va se tourner vers d'abord vers le sociologue Émile Durkheim, évidemment, qui dans son livre Les formes élémentaires de la vie religieuse nous a légué une définition sans nul doute beaucoup plus consensuelle que les autres, en affirmant qu'une religion, qu'est-ce qu'une religion? Une religion est avant tout un système solitaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, qui unissent en une même communauté morale des individus. Voilà, dans les diverses communautés religieuses. Ceux-ci reconnaissent une supériorité à ces choses et obéissent à ce qu'elles sont représentées, prescrites. Donc, voilà. Donc, cette définition classique, elle est toujours utile, mais selon Tozel, elle comporte 4 défauts, les 4 défauts suivants. Premièrement, elle ne valorise que la culture religieuse occidentale. Donc, laisse coller l'Orient, etc. Bon, il y a un phénomène religieux oriental très important, le bouddhisme, etc. Donc, deuxièmement, elle n'exprimera pas la dimension collective intérieure à l'exercice d'un culte. Troisièmement, elle ignorait la combinaison à l'intérieur d'une communauté religieuse d'une horizontalité des croyants avec l'adhésion verticale des croyants à un être ou une chose sacrée. Et quatrièmement, elle ne permettrait pas de relier le commun et l'intime. Donc, soulignant que pour Durkheim, la religion est avant tout un objet de savoir et de pensée, où l'autre transcendant est a priori défini comme une hypostase de la société, voire comme une figuration symbolique du pouvoir et de l'autorité de la société comme telle, André Tozel est parfaitement conscient de l'incompatibilité de cette explication sociologique durkheimienne avec la thèse de Feuerbach et de Marx, définissant la religion a priori comme aliénation, comme soupir sublimé de l'homme souffrant, à savoir comme le produit d'une aliénation de l'humanité en ce double spéculaire imaginaire que la divinité et qu'elle est appelée à disparaître avec la fin de toute aliénation. Donc, étant persuadé, donc voilà l'allusion justement à cette célèbre définition, n'est-ce pas, de la religion par Marx comme opium du peuple. Donc, étant persuadé que le premier est non seulement opium du peuple, c'est plus compliqué quand même, donc d'ailleurs dans son interprétation de sa propre philosophie de la religion, très bien montré. Donc, on ne peut pas rester là. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Mais là, on est persuadé que la société moderne ne peut en finir avec la question religieuse. Tozel tient à souligner que la question du retour de Dieu est bien celle de la réidentification de Dieu, finalement, qui est Dieu. Et qu'en général, la religion renaît dès que les individus des sociétés ne s'estiment pas considérés comme des individus respectés. Elle renaît donc à partir du désir collectif de se construire en sacré commun, de la volonté de se faire coïncider en chacun de ses membres avec Dieu, c'est-à-dire avec son concept. Or, vous savez, depuis la loi de Tozel a parlé, tout à l'heure, de la loi d'adoption de la loi sur la séparation des églises et de l'État en France en 1905, l'État laïque républicain s'est engagé à respecter la liberté de conscience des croyants et toutes les religions, à tolérer l'exercice du culte sur les lieux des églises ou des synagogues, tout en renonçant à rémunérer les ministres du culte et du clergé. Et ces garanties sont devenues les fondements de notre société laïque, où la religion est devenue une affaire privée des citoyens. Là, la France est à l'avant-garde de tous les autres pays de l'Europe. Pour avoir fait la Révolution française, au nom de la raison, contre les dogmes théologiques. Donc, le fait nouveau relatif à la question religieuse, pour nos sociétés postmodernes, c'est bien donc qu'après la chute du communisme soviétique et l'expansion de la globalisation néolibérale sur la planète entière, la politique des sociétés
non globalement religieuse, est de nouveau traversée de manière inédite par la religion en son fonctionnement même. Elle est surtout confrontée au fait que les quêtes d'identité nationale exclusive ont conduit de plus en plus à la stigmatisation de minorités religieuses majoritairement musulmanes, considérées comme porteuses d'insécurité. Je cite, citation, l'État laïque ne pouvait pas vraiment se poser comme un Dieu terrestre pour tous ses citoyens, puisque la majorité d'entre eux demeuraient de fait des sujets assujettis aux rapports transpersonnels réalisant la soumission réelle du travail par le capital. Donc Clausel s'efforce de mettre en évidence que sous les conditions de développement des communautarismes religieux un peu partout, la politique de l'État laïque contemporain est de plus en plus confrontée à une métapolitique où le sujet s'accomplit en s'anéantissant de la communauté et où l'individualité du sujet se réalise en équivalence avec celle des autres. Donc, et en les comparant au courant hérétique populaire du christianisme, comme par exemple les mouvements révolutionnaires messianiques du XVIe siècle, analysés par Ernest Bloch dans son livre Thomas Müntzer, théologien de la Révolution, il est persuadé donc, que la politique peut même mobiliser la protestation des victimes et se faire mobilisateur de revendications de justice, d'égalité et d'émancipation, à condition qu'existent des forces historiques capables de politiser cette protestation. Si bien que réactualiser en un sens cosmopolitique cette sainte alliance des religions universelles et des philosophies morales est à même pour diffuser une culture de paix et de désamorcer les conflits ethniques, nationalitaires et les guerres globales de la mondialisation qui se présentent, je dis aussi, comme conflits religieux. Donc, c'est une façon de mettre a posteriori, je dirais, l'idéal cosmopolitique kantien exprimé, décrit dans le livre Vers la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant, au service d'un cosmopolitisme républicain réalisant la paix universelle entre les nations et les religions. Clausel est cependant contraint d'admettre que cette utopie d'un monde nouveau, réconcilié, se révèle vraiment impraticable face aux prétentions hégémoniques d'un seul monothéisme et surtout face aux forces conservatrices bien organisées, comme par exemple celle de l'Église catholique, et continue de s'opposer efficacement à ce mouvement d'émancipation, malgré toutes les réformes intérieures proclamées par le Second Concile du Vatican de Rome entre 1963 et 1965, malgré toutes les concessions politiques faites ces derniers temps par le Vatican aux écologistes. Moi je dis c'est positif, évidemment, j'ai salué ça. Cette encyclique Laudato Si sur la maison commune du pape François de 2015, parce qu'il considère que c'est évidemment c'était très positivement accueilli par les écologistes, n'est-ce pas? Mais évidemment, malgré évidemment le renoncement aussi de l'Église catholique d'agir comme à l'époque de l'Ancien Régime, comme un appareil de pouvoir spirituel à côté du pouvoir terrestre de l'État, en combattant toutes les forces progressistes. Mais on vient dans de multiples domaines, n'est-ce pas, le conservatisme de cette institution, cette l'Église catholique, il est toujours là. Il est un frein, justement, au développement des esprits critiques et une contestation plus importante dans notre société. Malgré toutes ces réformes, évidemment, par exemple, la théologie de la libération a été violemment combattue par le pape Jean-Paul II et le Vatican en tant que déviation marxiste, avec des mesures d'exclusion et même d'excommunication à l'égard de ses principaux représentants intellectuels, Ernesto Cardinal, Leonardo Boff au Brésil, etc. Ainsi que par une politique discriminatoire de nomination systématique d'évêques conservateurs à la place des évêques progressistes ayant défendu en Amérique latine, notamment au Brésil, comme par exemple les frères Boff, les franciscains du Brésil, l'Église pour avoir défendu l'Église des pauvres et une alliance des chrétiens avec les forces politiques de gauche. Donc,
Voilà l'ambiguïté, n'est-ce pas, donc, du Vatican dans cette configuration conflictuelle. Évidemment, seul le courant de théologie de la libération, se développant de plus en plus en Amérique latine à partir des années 1970 et 1980, au Brésil, au Pérou, au Nicaragua, faisait ici contrepoids, directement contrepoids à cette politique plutôt réactionnaire du Vatican, mais étant géographiquement limité au continent sud-américain. Son impact sur l'ensemble du catholicisme mondial a été endigué et même étouffé, surtout en Europe, par la hiérarchie conservatrice du Vatican. Donc c'est pourquoi il y a eu l'excommunication de Ernesto Cardenal par Jean-Paul II, le départ de Léonard de Boff de l'Église catholique, et d'autres mesures inquisitoriales frappant les adhérents de tous les courants marxistes ou marxisants au sein même de l'Église catholique. Ça a bien apporté la preuve qu'il n'a pas été possible à long terme pour ce courant théologico-progressiste et révolutionnaire, né au sein même de l'Église catholique, je parle donc de sa gauche, évidemment, c'est le courant de la théologie de la libération, d'ébranler efficacement le bastion de réaction de conservatisme qu'est demeuré l'Église apostolique et catholique dans son ensemble, malgré toutes les tentatives de réforme. Et la montée spectaculaire des courants intégristes qui ont émergé après Vatican II, qui ont même été considérablement renforcés, par exemple, lors des controverses et débats récents en France sur l'avortement, lors des débats sur le mariage des homosexuels, sur le mariage pour tous. C'est une autre confirmation de ce retour à un conservatisme institutionnel qui marque profondément le catholicisme occidental. Néanmoins, comme le souligne à juste titre mon ami Michael Lowy, avec la théologie de la libération, est apparue quand même, pour la première fois, une pensée religieuse qui utilise des concepts marxistes et suscite des luttes de libération sociale. Donc je cite le livre de Lowy sur la guerre des dieux, religion et politique en Amérique latine, depuis 1998. Donc, bien sûr, en un sens aussi, l'allocution prononcée par Nicolas Sarkozy avant le 20 décembre 2007, au palais du Latéran, peut bien être interprétée comme une critique assez étonnante des acquis donc, de la loi sur la séparation de 1905 et de la laïcité républicaine en général, voulant donner donc a posteriori satisfaction au secteur le plus conservateur de l'Église catholique en France et du Vatican, notamment par l'affirmation que dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s'il est impératif que son approche, parce qu'il lui manque toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme de l'engagement porté par l'expérience. Donc, je ne voulais pas monopoliser la parole plus qu'une heure, donc si vous voulez, je suppose qu'il y a des questions ici.